Bonjour, cette semaine nous allons avoir les chiffres du produit intérieur brut, hein, le PIB, mais ce qu'il faut savoir c'est que le PIB est principalement dirigé par la croissance des ménages. C'est plus de la moitié du PIB, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et on va voir eh bien, ce qu'en pensent les ménages. On peut voir que l'indicateur de confiance des ménages, voilà, il n'est pas au plus haut, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, il se situe là pour l'instant, hein. C'est-à-dire qu'il a connu quand même une remontée qui est un peu l'équivalent de ce qui s'était passé lors de la crise des subprimes, hein. Voilà, il en est là actuellement. Euh, on va voir aussi une légende, hein. Il y a une légende sur le pessimisme des Français par rapport à la situation de la France. Généralement, il est de bon ton de dire que les Français sont beaucoup plus pessimistes sur leur situation personnelle future par rapport au niveau de vie général de la France en prévision. Et donc, moi, je vais vous montrer en fait que c'est une opinion qui est absolument ridicule. Pourquoi? Si on regarde la situation personnelle future et qu'on regarde la situation personnelle passée, on s'aperçoit que les Français en fait sont beaucoup plus optimistes sur la situation personnelle, sur leur situation personnelle. Parce que la ligne jaune, c'est le futur, et la ligne verte, c'est en quelque sorte ce qu'ils ont réellement ressenti. Donc on voit bien qu'en fait, il y a un optimisme par rapport à la situation qui n'est pas bonne. Ça, c'est le premier point. Accessoirement, on notera que généralement, ces deux courbes, elles ont tendance à se recroiser tôt ou tard. C'est normal, il faut bien qu'à un moment donné, l'optimisme tienne compte de la situation réelle. Donc c'est pour ça qu'on a des courbes très, très écartées ici, et puis qui petit à petit se resserrent ici. Là, elles se réécartent, puis ensuite ici, elles se rejoignent, etc. C'est un espèce de mouvement en accordéon. Ici, on voit, elles se rejoignent. Ici aussi, voilà, c'est régulier, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Mais on peut voir aussi le niveau de vie en France future. Donc ça, c'est ce que prévoient les Français. Et ça, c'est le niveau réellement réalisé. Et si on regarde en fait la distance qui est entre ces deux courbes, eh ben, on peut voir que comme pour la vie personnelle future et la situation personnelle passée, en fait les Français sont plus optimistes que la réalité, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Euh, donc si on conserve la situation personnelle future et donc si on conserve en fait ces deux courbes, hein, qui vont ensemble, celle-là et celle-là, bah, on peut s'apercevoir en fait qu'elles changent de concert. On peut se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si je garde la situation personnelle future et le niveau de vie en France future, hein, si je regarde ces deux courbes-là, donc la courbe jaune c'est le niveau personnel, et le niveau de vie en France future, c'est la courbe bleue. On peut s'apercevoir que ici, par exemple, en mai 2007 et puis en juin 2017, en fait, les courbes se sont recroisées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Français ont pensé que la situation du pays allait être meilleure que la leur dans le futur. C'est ça que ça veut dire, hein, quand on est sur ces niveaux-là, à cet endroit-là ici. De même, on peut voir que en juin 2012, ici, et puis aussi finalement en novembre 2019 et en juin 2021, finalement, ces courbes-là, elles n'étaient pas si éloignées que ça. Donc quelque part, on a aussi un certain nombre de points, on va dire, de raccommodage entre la situation personnelle et la situation du pays. Donc on n'a pas le droit de dire que en fait, les Français sont complètement en décalage, hein. Parce que, pourquoi ça? La situation personnelle future,
elle dépend en fait de ce qui est perçu localement. Dans les entreprises, par exemple, est-ce que la personne, elle risque de se faire mettre à la porte, etc. Mais ça, elle voit pas nécessairement les risques. Moi, j'étais chef d'entreprise. Il est évident que comme chef d'entreprise, vous expliquez pas tous les risques de A à Z au personnel, parce que sinon, ça deviendrait très difficile de travailler. Donc, vous avez nécessairement une certaine protection, entre guillemets, localement des gens. Et malheureusement, quand il y a un problème, généralement, la plupart des gens s'en aperçoivent au dernier moment. C'est pour ça que vous avez des chutes comme ça, des chutes importantes ici, vous voyez, là, en- c'était en 2022, mars 2022, avec l'augmentation des crédits. Vous avez mai 2020 avec la pandémie. Et puis vous avez aussi donc la dégringolade de juillet 2008. Hein, voilà, enfin, vous avez ce genre de situation. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que localement, les Français sont peut-être pas si bien renseignés que ça. Mais par contre, de manière globale, donc sur les niveaux de vie en France, sur le futur niveau de vie, eh bien, on peut s'apercevoir que là, pour le coup, ils ont l'air d'être pessimistes, bien que c'est pas toujours le cas. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important, hein. Mais ils disposent d'informations qui sont beaucoup plus claires en fait sur l'économie de manière générale. C'est-à-dire que localement, les gens ont peut-être pas toute l'information qu'ils devraient avoir, mais par contre au niveau global, ils ont l'information. Dire voilà, on est sur un site de l'INSEE, vous avez la Banque de France, etc. Vous avez les médias qui parlent de toutes ces choses, donc ils arrivent à peu près à voir à peu près ce qui se passe. Et d'ailleurs, ils ont à peu près le même niveau d'erreur, hein, en termes de fluctuation d'erreur, parce que ça c'est l'erreur entre le passé et le futur, hein, ce qui s'est passé et la prévision, hein. Et ben vous avez à peu près la même chose qui se passe, le même mécanisme qui se passe en fait avec la situation personnelle, hein. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain taux d'erreur. Donc au final, moi je trouve pas que les Français soient euh, si pessimistes que ça veut dire, je trouve pas qu'ils aient tort fondamentalement dans la prévision. On voit que globalement, ça suit à peu près le même schéma et pour les raisons que j'ai indiquées. Donc c'est quelque chose de tout à fait valable. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut traiter comme ça. On voit aussi sur l'opinion des ménages sur le chômage. On voit qu'en ce moment, bah, c'est petit à petit en train de remonter, hein. Euh, et cela dit, ça remonte bon, à certains moments particuliers de la crise. Par exemple, le point bas des subprimes, c'était juillet 2007. Le point haut, c'était juin 2009, hein. Et en pratique, voilà, c'est ce qui s'est passé. Si on voit l'indicateur du climat de l'emploi en France, cette fois-ci du côté des gens qui embauchent, eh ben, très logiquement, en fait, on a le schéma inverse, hein. C'est-à-dire que les Français, ils sont en prise avec l'économie réelle. Donc quand vous avez des chefs d'entreprise qui voient le climat de l'emploi qui se dégrade en France, bah, très logiquement, vous avez les Français qui voient que le chômage, il est en train de monter, ou du moins qu'il y a la potentialité du chômage, puisque dans une vidéo précédente, hein, sur le chômage, on vous ment, je vous explique un peu toute la problématique des chiffres du chômage, qui sont un vrai scandale en France, hein. Donc vous avez bien en fait cette vision des choses. Alors, il n'y a pas que ça, en fait. Vous avez donc bon, l'opinion des ménages sur les prix. Maintenant, l'inflation, on voit en fait où elle en est, hein, l'inflation. L'évolution passée.
mais ce qui va surtout nous intéresser, en fait, c'est ce tableau-là. Pourquoi? Parce que on va avoir la situation financière personnelle. Donc, ce qui est important, c'est cette ligne-là. C'est ces deux lignes, en fait. Vous avez capacité d'épargne actuelle et capacité d'épargne future. Donc, ça, c'est ce que les gens sont capables de mettre de côté. Et ça, c'est ce qu'ils envisagent de mettre de côté. Donc, pareil, hein, on voit qu'ils sont pessimistes pour l'avenir, mais en fait, ils ont pu mettre de l'argent de côté. Et on voit que, en fait, ils veulent mettre beaucoup d'argent de côté actuellement. Septembre 2024, octobre 2024, on voit qu'il y a vraiment un retour. Et c'est ce qu'on voit hein, sur la Banque de France. On voit les dépôts, 2644 milliards d'euros. En cours en milliards d'euros, ça c'était en août 2024. Hein. Mais c'est très important. Il faut savoir que, donc là, si on arrondit, on est à 3000 milliards d'euros. Hein. C'est à peu près, en gros, hein, je caricature, le montant de la dette de la France, dont la moitié détenue par des non-résidents. Donc ça veut dire que avec cet argent-là, la moitié, ça sert à payer les non-résidents. Et à ce moment-là, on aurait zéro dette vis-à-vis de l'extérieur. Et la dette, elle descendrait à peu près 60-70% de ce qu'elle est actuelle, du PIB. Alors qu'actuellement, on est à, je sais pas, 110%, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, et le problème de ces deux chiffres, parce que les gens s'inquiètent, hein, je veux dire, clairement, quand vous avez des chiffres du chômage qui montent, bah, là, vous avez l'inquiétude qui monte. Hein. Ce qui se passe, bah, vous avez plus d'épargne. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'épargne? Il y a moins de gens qui font des dépenses, hein, c'est opportunité d'épargner, alors c'est cette ligne-là, hein, 37, 40, 37, donc on voit qu'on est quand même sur une forte volonté d'épargner, et bah, très logiquement, vous avez l'opportunité de faire des achats importants qui baissent, voilà. Là on était à 31, et là, enfin, moins 31, moins 29, donc on est vraiment toujours dans le négatif. Et donc ça implique une baisse de la croissance, ça implique une baisse du PIB nécessairement. Hein. Et ça implique aussi d'ailleurs une baisse de l'inflation. Parce que moins vous avez d'argent qui circule, en fait, moins vous avez d'inflation. Donc ensuite, ça, vous avez les chiffres qu'on a déjà vus. Vous avez des chiffres là sur l'inflation. Voilà. Donc, niveau de vie en France, diminution. Ces deux soldes restent bien en dessous de leur moyenne de longue période. Donc les Français sont très pessimistes. Hein. C'est une période 2024 a été une période de révélation de la crise, quelque part. Et 2025 bah, va être nécessairement une période une année assez difficile. Si on regarde le climat des affaires hein, dans ce contexte-là, on peut s'apercevoir bah, qu'on est parti d'un plus haut là, en février 2022 à un plus bas en juillet 2024. Mais on comprend bien que ça va difficilement rebondir comme ça, donc on est dans quelque chose qui descend, qui est piloté en fait par les taux d'intérêt américains qui restent élevés malgré tout. Hein. En fait, tout ça, c'est vraiment piloté par le taux d'intérêt américain. On le voit là en 2018, hein, janvier 2018, vous aviez les taux d'intérêt comme ça qui ont lentement monté et puis qui ont été obligés de descendre très brutalement après. Et on se retrouve dans un climat des affaires, en fait, dans une dynamique de climat des affaires qui est clairement une dynamique de crise. Hein. Même chose, voilà. Ici, vous imaginez la crise des subprimes, juillet 2007, et on descend, et on descend.
et on arrive là en août 2008. Pareil ici, hein, la crise de l'euro, avril 2011, et on descend, on descend, on descend, et on arrive ici en mars 2012. Donc il reste encore voilà, une période comme ça, ou une période éventuellement comme ça. La différence qu'il y a entre ces deux périodes, c'est que là, en fait, il y a eu un atterrissage entre guillemets en douceur, hein, c'est Mario Draghi, whatever it takes. Et puis par contre, là, vous avez eu un atterrissage, un hard landing, comme disent les anglo-saxons, les Américains, tout simplement parce que bah, vous aviez eu à l'époque, alors je me rappelle plus, c'était en septembre 2008, hein, c'était là, voilà, septembre 2008, ici, à cet endroit-là, vous avez eu le Lehman Brothers, hein, tout simplement. Vous avez eu en début d'année Bear Stearns, ça doit être à peu près par là, hein, février-mars 2008. Puis après, vous avez eu Lehman Brothers en septembre 2008, si mes souvenirs sont exacts. Et là, ça a été la dégringolade, hein. Mais là, ça a été évité. Pour l'instant, on évite la dégringolade parce que, ça, je le répète depuis pas mal de temps dans les études que je fais. En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas, pour l'instant en tout cas, d'accident dans l'économie. C'est-à-dire vous n'avez pas l'équivalent d'un Lehman Brothers en gros, hein. Voilà, donc c'est pour ça en fait que vous avez un espèce de morosité qui s'est installée et tout n'arrête pas de baisser malgré les nombreuses faillites d'entreprises, malgré les craintes du chômage. Et puis en fait, normalement les chiffres du chômage devraient augmenter. euh, la situation étant vraiment mauvaise. Donc en fait, tout cet aspect-là ne va pas du tout. Mais vous n'avez pas eu un accident. C'est-à-dire que voilà, le risque, c'est à un moment donné, vous avez un acteur qui soit trop avancé dans une spéculation, dans une dynamique de bulle. Alors vous avez l'intelligence artificielle, hein. Éventuellement, vous avez aussi le Bitcoin quelque part, hein, avec une capitalisation, je crois, qui dépasse maintenant les 1000 milliards de dollars. Donc ça commence à faire chaud. Qui a investi à ces niveaux-là dans le Bitcoin? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'à un moment donné, s'il y a des institutions financières qui ont beaucoup mis d'argent là-dedans et que ça se casse la figure, ça peut être très très chaud. Donc voilà, après c'est difficile de vraiment faire des pronostics. Tant que l'économie reste sous contrôle, hein, ça veut dire tant qu'il n'y a pas vraiment de gros cracks et que finalement, éventuellement, les banques centrales sont là pour éviter qu'un Lehman Brothers se reproduise, à ce moment-là, on serait plus dans une situation à la crise de l'euro, c'est-à-dire quelque chose de larvé, qui dure longtemps, hein, pour le coup, vous voyez. En fait, on peut très bien faire un parallèle avec les surfaces, hein, l'indicateur du climat des affaires. Bah, vous avez un, 2, 3, 4, 5 carrés, on va dire, de négatifs ici. Et si vous regardez là, vous avez un, 2, 3, 4, 5. Je veux dire, là aussi, vous avez deux crises qui se sont succédées avec un indicateur des affaires avec 5 carrés sous la ligne des 100. Hein. Bon, la pandémie, c'est un peu spécial. La pandémie, peut-être, il faudrait réintégrer les carrés qu'on trouve ici dans la crise qu'on a là, parce que quelque part, c'est un peu lié, si vous voulez. Vous avez eu une augmentation très forte du crédit, ensuite vous avez un reflux, donc peut-être qu'il faudrait lier ça pour que ça fasse, pour voir un peu où on en est de la situation. Parce que mine de rien, ça correspond quand même à des baisses. Je veux dire, euh, quand on parle d'indicateurs économiques, moi, généralement, j'ai tendance à éliminer tout ce qui se trouve au niveau de la pandémie. C'est-à-dire que je m'arrête voilà, en janvier 2020 et je reprends quelque part en début 2023, histoire d'évacuer un peu
cette chute. Mais c'est quand même pas tout à fait exact, à mon avis, sur tous les indicateurs. Je pense en particulier à la bourse. En particulier à la bourse, quand vous avez eu cette baisse comme ça des indicateurs, en fait, c'est quelque part un test des niveaux bas. Donc, on ne peut pas évacuer, à mon avis, cette chute, par exemple, sur les indicateurs boursiers. Je pense que ça, c'est pas possible. Vous avez eu un test vers le bas, et donc éventuellement, ça sert vraiment de support, quoi, quelque part. Donc voilà où on en est du climat des affaires, et c'est pas terrible. Donc, et la consommation des ménages, ben, on comprend bien que si ça continue comme ça, bah, vous avez moins de consommation des ménages en France, hein, avec une situation personnelle bon, qui est en dessous du zéro. On voit que c'est quand même assez... c'est vrai que les Français, en tout cas, ne serait-ce que pour leur situation personnelle, ils sont pessimistes. Hein. Dire quelque part, ils ont été optimistes une fois en 2007, et puis ils ont été optimistes une fois en 2021. Mais sinon, les Français, c'est même pas la question du niveau de vie en France. Là, c'est la question de leur situation personnelle. Elle est négative. Hein, et elle est négative depuis longtemps, en fait, la situation. En fait, en tout cas, les Français ressentent leur situation personnelle très négative depuis 20 ans. Hein. Et peut-être avant, je ne sais pas, mais en tout cas, depuis 20 ans, les Français voient leur situation se dégrader. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand on prévoit une situation personnelle future négative, en fait, ça veut dire que ça s'accumule au fur et à mesure des années. Donc, vous avez un vrai déclassement des Français. Si vous regardez le niveau de vie personnel, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que si vous regardez pourquoi les Français sont pas contents, bah ça l'explique, à mon avis, de manière extrêmement claire. Vous avez là le zéro ici, et vous avez depuis plus de 20 ans des Français qui sont tout le temps dans le négatif, avec une situation personnelle passée. Vous savez, c'est un peu l'inverse de l'amour. Hein. C'est moins bien qu'hier, mieux que demain. Et donc, c'est la catastrophe permanente, c'est le déclassement permanent, en tout cas, de la classe moyenne française. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, mais je pense que c'est assez clair dans les chiffres. Donc on ne peut pas dire que les Français sont optimistes pour eux et pessimistes pour la France. Ils sont pessimistes pour eux et ils le voient dans les chiffres et ils ont raison d'être pessimistes parce que leur situation personnelle n'arrête pas de se dégrader. C'est aussi simple que ça. Et pour le coup, il n'y a pas de retour au-dessus du zéro dans la réalité. Hein. Et là, vous avez le niveau de vie en France qui lui aussi est négatif. Mais voilà, enfin, je veux dire, quelque part, on a analysé un peu ces deux courbes. Hein. On voit bien qu'il y a de toute façon, il y a de toute façon le même taux d'erreur, en fait, et je vous ai expliqué pourquoi, la différence d'information, etc. Mais en tout cas, toujours est-il que, ne serait-ce que pour les gens eux-mêmes, ils voient que les choses se passent mal. Et ça, c'est depuis 20 ans que ça dure, au moins. Pourquoi les choses devraient bien se passer? Évidemment, ça se passe mal. La bonne blague. Ok, bah, je vous souhaite une bonne journée.